La séance est ouverte devant une foule en délire. Ça va peut-être être plus calme, on verra. Je n'ai plus d'articles au règlement à innover. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux. La parole est à monsieur Vincent Jeanbrun, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en préambule, je voudrais remercier les parlementaires de tous les groupes avec lesquels nous avons travaillé pour améliorer ce texte. Je voudrais également remercier Madame la Ministre du Logement pour la qualité de nos échanges. Je sais, Madame la Ministre, votre attachement au sujet du logement social et votre volonté de défendre sans relâche les publics les plus fragiles. Mes chers collègues, si cette proposition de loi concerne en premier lieu le logement social, elle parle surtout du travail et des travailleurs. Cette proposition de loi défend une évidence. En France, toute personne qui travaille devrait pouvoir se loger dignement. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Et il faut le dire, les travailleurs sont à la peine parce que depuis trop d'années, beaucoup, dont certains sur ces bancs, ont cessé de défendre le travail pour mieux vendre leur politique d'assistanat. Depuis trop d'années, certains ont fait du droit à la paresse leur nouvelle doctrine. Ils ont arrêté de valoriser ceux qui se lèvent tôt pour mieux flatter ceux qui revendiquent le droit de ne rien faire. Nous sommes bien loin, hélas, du travailler plus pour gagner plus. Désormais, avec vous, c'est travailler plus pour payer plus. Et c'est une profonde injustice. C'est pourquoi, avec le groupe La Droite Républicaine, autour de Laurent Wauquiez, nous vous proposons de rendre prioritaire ceux qui ont fait le choix d'être utiles à la société, ceux qui ont fait le choix de l'effort, ceux qui ont fait le choix du travail. Car oui, c'est eux qu'il faut rendre prioritaires. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Que toutes les personnes en activité professionnelle, qu'elles soient intérimaires, temps partiel, indépendantes, artisans, agents des services publics, salariés ou encore auto-entrepreneurs, doivent obtenir un logement social plus facilement. À dossier équivalent, nous ne demandons pas autre chose. À dossier équivalent, la priorité doit être donnée à celui qui travaille. C'est cela, la méritocratie républicaine. Et il est temps de refaire. Il est temps de refaire du travail, de l'effort, du mérite, les valeurs cardinales de notre pays. Le travail, c'est la clé de voûte de la société que nous voulons. Parce que c'est le travail qui émancipe, c'est le travail qui permet de retrouver sa place, c'est le travail qui rend digne. Que serait notre société sans travail ? Sans travail, pas de système de retraite. Sans travail, pas de service public. Sans travail, il n'y a pas de richesse à partager et il n'y a donc pas de solidarité possible. Alors, j'entends déjà la gauche de cet hémicycle des critiques véhémentes sur cette proposition de loi au motif qu'elle ferait passer les travailleurs devant des publics en grande précarité. C'est évidemment faux, mais nous assumons, ceux qui travaillent ne peuvent pas être les grands oubliés de la politique du logement social. Alors en conclusion, il est vrai que cette proposition de loi ne résout pas la crise du logement, mais elle apporte une réponse concrète et symbolique à tous les travailleurs de notre pays qui ne s'en sortent plus. Et nous leur disons cette chose simple, oui, vous portez la France. Alors oui, nous vous devons reconnaissance et soutien. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Valérie Létard, ministre chargée du Logement. Monsieur le Président. Ça va ? Un petit peu plus. Allez, on écoute la ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame la ministre. Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame, elle n'est pas là. Madame, pardon, Monsieur le rapporteur, cher Vincent Jeanbrun, je voudrais aussi vous remercier effectivement pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir précédemment sur un sujet sur lequel nous ne partageons pas tout à fait les choses, mais sur lequel nous voyons bien que le chemin à parcourir est partagé. C'est un sujet sensible que le logement social, la place des travailleurs, la reconnaissance des travailleurs et de la nécessité de leur offrir un logement est essentielle, mais c'est tout l'objet du débat que nous allons avoir avec toute la nuance qu'il faut y apporter. Alors nous allons parler aujourd'hui de logement social, vous l'avez rappelé.
Et je le ferai avec plaisir. Le texte que nous allons débattre est quelque part le témoignage de la place centrale du logement social dans notre pays et du bien fondé de notre modèle. Il est un maillon essentiel du parcours résidentiel de nos compatriotes quand 1 Français sur 2 a connu le logement social. Il est aussi un maillon essentiel du logement des travailleurs depuis l'intuition originelle du patronat du Nord de France jusqu'aux efforts nombreux déployés par Action Logement et les bailleurs sociaux aujourd'hui. La proposition de loi initiale prévoyait de rendre prioritaires les travailleurs pour l'attribution d'un logement social. Je veux vous partager quelques chiffres qui permettront, je pense, d'objectiver notre débat. Compte tenu de la structure des revenus de nos compatriotes, 2/3 des Français peuvent avoir accès au logement social. Dans ces publics éligibles, il y a des gens en situation précaire, dont des travailleurs pauvres, des personnes en grande fragilité ou encore des personnes retraitées avec de très faibles retraites. Ces publics ciblés prioritaires ont donc été définis non pas contre les autres publics, mais parce que leur situation est plus aiguë encore et parce qu'ils n'auraient en réalité aucune chance d'accéder à un logement à part dans le parc social. Pour répondre aux besoins de ces personnes, plusieurs dispositifs ont été mis en place. D'abord, en 2009, le gouvernement a créé le droit au logement opposable, le DALO, qui permet de reconnaître une situation objective d'urgence et de précarité. 120 000 ménages ont actuellement ce droit. Ensuite, la loi a mis en place une obligation de relogement de 25% de ces ménages ou d'autres ménages prioritaires dans les attributions faites par tous ceux qui en ont le pouvoir, les élus locaux, le groupe Action Logement, les bailleurs sociaux, tous les réservataires. L'État, au titre de sa mission sociale, loge ces ménages ainsi que des fonctionnaires. En 2024, il y a eu 380 000 attributions, dont 180 000 pour des ménages prioritaires et 22 000 ménages DALO. Parmi ces 180 000 ménages fragiles, plus de la moitié travaillaient. D'ailleurs, au total, ce sont 260 000 logements sociaux qui ont bénéficié à des travailleurs en 2024, contre 80 000 à des personnes inactives, pour resituer la façon dont est réparti le logement social. On ne parle pas du parc privé. Je veux simplement rappeler ici l'effort très important fourni aussi par Action Logement pour permettre à de très nombreux salariés de se loger. C'est 100 000 travailleurs privés qui ont bénéficié d'un logement social en 2024, dont d'ailleurs une partie importante des ménages DALO est prioritaire parce qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Parlons maintenant de la définition des publics prioritaires. Est-ce que la liste des publics prioritaires est satisfaisante? Il y a aujourd'hui 14 catégories. Ce n'est pas une réflexion d'ensemble qui les a créées, mais davantage une sédimentation de décisions au fur et à mesure de la prise de conscience des pouvoirs publics et plus généralement de la société sur les personnes qui peuvent être considérées en situation critique et qui ne peuvent être logées même dans le secteur privé abordable. En 20 ans, pas moins d'une dizaine de publics ont été ajoutés. Un autre enjeu est celui de la mobilité. Quand on entre dans le logement social, on a du mal à en sortir. C'est aussi un sujet que nous devons traiter et j'y reviendrai. Il n'est donc pas illégitime de lancer à nouveau cette réflexion et c'est l'objet de cette proposition de loi, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les parlementaires. Et c'est bien sûr l'objet de cette proposition de loi. J'ai perdu le fil. Faut-il ou non élargir cette liste de publics prioritaires? De ce point de vue, je ne remets aucunement en cause la démarche qui est celle du groupe Droite républicaine et de son président Laurent Wauquiez. On peut s'interroger sur le fait que cette liste soit idoine ou non. C'est aussi le sens des modifications apportées par la Commission et notamment par le groupe socialiste. Pour autant, si cette liste peut encore être allongée, il ne peut pas s'agir d'une liste qui concerne tout le monde. Votre proposition de loi visait à intégrer dans les publics prioritaires l'ensemble de nos compatriotes travailleurs sans condition. Cela signifierait que les 1,7 million
de demandeurs travailleurs actuels deviendrait prioritaire et intégrerait le quota des 180 000 places bénéficiant aux ménages prioritaires. Les 10 000 travailleurs qui gagnent à eux seuls 3 000 € net par mois, 2 700 en province par unité de consommation, vous multipliez par 2 dans un couple avec 2 enfants, seraient aussi prioritaires que les 150 000 qui se déclarent en situation de grande fragilité. C'est la réalité de la proposition. Avec cette proposition de loi, un couple avec 6 500 € de revenus mensuels nets et 2 enfants sera prioritaire au même titre qu'un DALO dans la même catégorie. Il faut juste quand même rappeler ce que cela veut dire. Et c'est bien le sujet qui nous anime lors de ce débat. Si tout travailleur devient prioritaire dans l'affectation des logements sociaux, et ce alors même que les obligations de logement des publics prioritaires sont déjà saturées, il est clair que cela conduira à exclure les autres publics de fait. Étendre les publics prioritaires à l'ensemble des travailleurs paraît donc excessif, en ce que cela dénature la notion de priorité. Ces travailleurs sont bien sûr totalement éligibles en tant que demandeurs et ont accès librement à 65% des logements sociaux détenus par les bailleurs sociaux. Pour autant, il ne faut pas confondre accès au logement des travailleurs, c'est la capacité à produire suffisamment de logements, monsieur le député que vous interrogez, mais est-ce que pour autant, il faut réduire à néant la capacité à loger des publics fragiles? Et donc, monsieur le député, j'essaye de vous faire la démonstration qu'il faut qu'on trouve une voie de passage qui puisse réconcilier chacun. Pour autant, donc, parce que je connais les difficultés rencontrées par les travailleurs précaires, je suis très ouverte, monsieur le rapporteur, à l'idée qu'il faille les intégrer à la liste des prioritaires. C'est le sens de certains amendements déposés et que je soutiendrai. On sait que beaucoup d'entre eux n'ont pas accès au logement. Quand on n'a pas le CDI et les 3 mois de fiche de paie, ou qu'on n'a pas, effectivement, qu'on ne rentre pas dans le niveau de ressources pour bénéficier de garanties, eh bien, nous rencontrons des difficultés. Alors, on ne peut pas avoir accès à un logement. C'est vrai d'ailleurs, ne serait-ce que pour remplir une demande de logement social. Il faut aussi que nous améliorions le logement des agents publics de première ligne. C'est certain. Et je pense en particulier à nos professeurs, à nos policiers, à nos infirmières, et Laurent Wauquiez a bien raison. Il n'est pas normal que seuls 4 500 logements sociaux bénéficient aux infirmières. Il faut que nous y travaillions, et je sais qu'il y a des réflexions en ce sens au sein du groupe Ensemble pour la République, et je pense partager largement. Par ailleurs, parce que plusieurs d'entre vous ont remis en avant le sujet après une proposition de loi que le Sénat avait déjà été examinée, le fait qu'on associe davantage les maires aux attributions de logement est une bonne chose. Mais il faut que ce soit fait dans la transparence, compte tenu de la réalité locale et dans le respect des règles de revenus. Le sujet des attributions soulève beaucoup de questions, au-delà d'ailleurs des travailleurs, sur la mixité sociale, sur la transparence, sur l'efficacité des processus, sur la place des élus locaux. Et je pense que nous devons aborder ces réflexions de manière globale, et c'est pourquoi mon ministère travaillera avec tous ceux d'entre vous que le sujet intéresse pour réinterroger le système. Mesdames et messieurs les députés, si nous examinons cette loi aujourd'hui, c'est parce qu'en 7 ans, il y a eu 700 000 demandeurs de logement social de plus et 100 000 attributions de moins. Nous en débattons parce qu'il y a chaque mois seulement une attribution pour 100 demandes. Et parce que seules 200 000 personnes quittent le parc social chaque année pour accéder à la propriété ou louer dans le privé sur 5,5 millions de personnes. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire, monsieur le député, et c'est bien ce qui doit nous animer collectivement. Pour autant, la proposition qui est faite, monsieur le rapporteur, chasse un public au bénéfice de l'autre sans rien régler. Ce problème, nous ne le réglerons pas en ajustant des curseurs sur les attributions. Nous le réglerons parce que nous augmenterons ensemble la production de logements sociaux et privés et que nous aiderons les ménages à accéder à la propriété. C'est le sens de tous les efforts déployés dans le budget. Et je signerai demain une feuille de route
avec les bailleurs sociaux pour que 2025 soit une année de production ambitieuse. L'extension du prêt à taux zéro que vous vouliez tous à tout le territoire. Les 100 millions pour l'aide aux maires bâtisseurs. L'adaptation du calendrier de rénovation énergétique pour les copropriétés, malheureusement. Ou la relance de l'investissement locatif doivent nous aider à construire une stratégie globale qui réponde aux attentes de tous les Français. Je sais pouvoir compter sur votre soutien en ce sens. Eh bien, la loi ZAN, monsieur le député, viendra certainement bientôt dans les débats, il me semble, et vous y travaillez. Je partage cet objectif et cette vision. Vous savez très bien, d'ailleurs, que dans un passé, j'ai été parlementaire mobilisée sur cette question, partageant votre vision. Si on doit garder une ambition forte en termes de sobriété foncière, elle doit prendre en compte la réalité des territoires. Les deux sont conjugables, mais il faut y revenir et s'atteler à ce travail. En tout cas, mesdames et messieurs les parlementaires, vous avez bien compris que, tout en partageant l'objectif essentiel, donner la possibilité à des travailleurs précaires d'avoir accès au logement social, définir, catégoriser le type de travailleurs que l'on veut faire revenir dans ces 25% de publics prioritaires, sur 100% du logement social, qui sont exclus du parc privé, c'est 25% de publics prioritaires. Est-ce qu'on ne doit pas, objectivement, honnêtement, mesdames et messieurs les parlementaires, faire en sorte que si on doit encourager les travailleurs précaires en ne les excluant pas de ces publics prioritaires, parce que travailler pour quelques centaines d'euros de plus qu'un minima social, payer des charges pour la garde d'enfants, payer des charges pour les transports, relève effectivement d'une attention particulière apportée aux travailleurs précaires. Mais honnêtement, sérieusement, intégrer toute personne, travailleur sans condition de ressources, alors ça revient à ignorer les femmes victimes de violences, les travailleurs précaires, les personnes handicapées qui n'auront plus demain de quoi se loger. Et j'attire votre attention sur le fait que cela voudrait dire que derrière, il nous faut doubler les crédits de l'hébergement d'urgence, car s'il n'y a plus d'offres de logement social à proprement parler pour des personnes en fragilité, y compris travailleurs précaires, alors nous sommes inquiets pour la façon dont nous pourrons leur trouver une solution, car ces seuls 25% sont le seul endroit où on peut trouver une place, y compris pour nos travailleurs précaires, je le redis. Donc oui, monsieur Wauquiez a raison, favorisons le travail, faisons en sorte que même les travailleurs précaires soient pris en considération, mais il y a des considérations de ressources à prendre en compte. C'est le simple message que je voulais vous donner. Vous avez raison, il faut privilégier les travailleurs précaires. Ils doivent être partie prenante de la liste des publics prioritaires, mais ça ne peut pas être toute condition de ressources. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous nous lançons donc dans la discussion générale avec Monsieur Jérôme Nury pour un maximum de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, la proposition de loi qui est discutée ce soir, présentée par notre collègue Vincent Jeanbrun et notre Président Laurent Wauquiez, vise à soutenir nos concitoyens qui travaillent, nos concitoyens qui se lèvent tôt pour nourrir leur famille, pour se loger et pour faire tourner le pays. Nos concitoyens qui, malgré leur activité professionnelle, galèrent souvent pour joindre les deux bouts et terminer les fins de mois avec du positif sur leur compte en banque. Bref, cette proposition de loi vise à prendre en compte, dans les critères d'attribution des logements sociaux, les personnes qui travaillent, que ce soit en tant que salariés ou indépendants, afin qu'ils puissent se loger et bénéficier des parcs HLM pour ne pas non plus être éloignés de leur lieu de travail et éviter ainsi des trajets quotidiens longs et fatigants. Il est donc urgent, chers collègues, de rajouter un 15e critère de priorisation pour l'attribution des logements sociaux qui permettra ainsi de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas écartés de ces logements. C'est une question de qualité de vie, une question financière pour ces ménages et une récompense du mérite. Pour toutes ces raisons, il est proposé de rétablir l'article unique de ce texte dénaturé en commission. Car il est intolérable d'être à la fois travailleur et à la fois précaire, Madame la Ministre. C'est une forme d'injustice sociale inacceptable. Cette proposition de loi simple, sobre et efficace vise à réparer cette injustice, mais vise aussi à soutenir l'activité économique. Puisqu'on le sait, le manque de logement constitue l'une des premières difficultés
pour les chefs d'entreprise qui veulent recruter. Notre système social doit enfin être aux côtés de ceux qui exercent une activité professionnelle. La valeur travail doit redevenir un des points cardinaux de la boussole républicaine et une des vertus réologales que nous devons tous promouvoir. C'est ce que nous proposons clairement avec les collègues de la droite républicaine au travers de ce texte que je vous encourage vivement à voter. Je vous remercie. La parole est à Boris Tavernier pour le groupe écologiste et social. En France, le logement est un droit. Avec aujourd'hui 11 millions de personnes qui vivent en HLM, le logement social est un outil puissant au service de ce droit. Pour autant, les difficultés pour se loger s'accentuent. Chez moi, dans le Rhône, pour une attribution de logement social, il y a plus de 8 demandes. La situation est grave, mais ne nous trompons pas sur les causes. Bien que transformée lors de son passage en commission, l'intention de cette proposition de loi vise à prioriser l'attribution de logements sociaux aux personnes disposant d'un emploi. Alors je le redis, le logement est un droit. Tous les habitants de ce pays doivent pouvoir se loger dignement, indépendamment de leur statut professionnel. Si nous observons une pénurie d'HLM, ce n'est pas de la faute des chômeurs. C'est la faute à une production insuffisante de logements sociaux et à un marché immobilier qui, non maîtrisé, dysfonctionne, devient inaccessible pour trop de monde et se montre incapable de loger chacun convenablement. Le logement est un droit. Avoir un toit, un chez-soi digne, sûr, confortable pour soi et sa famille, sans non plus y passer tous ses revenus, c'est une base, loin d'être acquise. En début de semaine, la Fondation Abbé Pierre publiait son rapport annuel sur le mal-logement. On y lisait qu'en France, en 2023, plus de 4 millions de personnes étaient mal logées, plus d'1 million étaient privées d'un logement personnel, 330 000 sans domicile. Là où il faudrait une volonté politique forte pour relancer le logement social et dompter le marché immobilier, vous préférez courageusement y répondre en mettant en concurrence les précaires. Concrètement, l'intention initiale de la proposition de loi méconnaît la réalité des demandes et des attributions de logement social. D'une part, les ménages en activité professionnelle sont déjà surreprésentés parmi les attributions. D'autre part, ils sont déjà prioritaires pour les 920 000 logements concernés par Action Logement. De plus, comme le montre le Secours catholique, parmi les demandeurs, les ménages les plus pauvres ont moins de chances que les autres d'accéder à un logement social. Cela même étant, pour des raisons évidentes, ceux qui auront aussi le moins de possibilités d'accéder au logement par le marché privé. L'intention initiale de la proposition de loi viendrait donc consacrer une forme de double peine pour les plus pauvres, privés d'emploi, privés de logement. Je vous rejoins néanmoins sur un objectif. Il faut pouvoir vivre et travailler au pays. Mais s'il vous plaît, un peu de bon sens et un peu de décence. Dans de nombreux bassins d'emploi, les loyers sont trop élevés et ne font qu'augmenter, c'est un problème. Alors du bon sens, plutôt que de s'attaquer aux chômeurs, encadrons la hausse des loyers. Pourtant, la droite s'y oppose la plupart du temps. Il manque des logements sociaux, le bon sens voudrait qu'on en construise davantage. Qui le refuse qui traite hors la loi? Les maires de droite. À titre d'exemple, dans mon département, le Rhône, l'an passé, la préfecture a dû retirer à 7 communes leurs compétences urbanisme. Pourquoi? Parce qu'elles ne construisaient pas assez de logements sociaux. Le point commun de ces communes, être administrées par un maire LR ou de centre droit. Votre proposition de loi cherche à faire diversion. Elle veut faire croire que la droite est dans le camp du travail. C'est faux, archi faux. Elle s'oppose à la hausse des salaires et à l'amélioration des conditions de travail. Prenons un peu de hauteur. Le logement social est un filet de sécurité pour ceux qui ne peuvent accéder au logement privé. Qu'est-ce qui cloche avec le locatif privé? Aujourd'hui, la moitié des logements locatifs privés sont possédés par 3,5% des ménages. Chez moi, à Lyon, plus de la moitié des logements mis en location appartiennent à des personnes qui possèdent 5 logements ou plus. Autrement dit, dans ma ville, où la crise du logement se fait violente, des millionnaires possèdent plus de la moitié du parc locatif privé. Chaque mois, ils s'enrichissent non pas en travaillant, mais en recevant une multitude de loyers. S'enrichir sans travailler, ce sont eux que vous devriez appeler les assistés. Ces gens-là s'enrichissent sur la crise du logement. Après le bon sens, la décence. Cette ultra-concentration n'est pas une spécificité lyonnaise. Les chiffres sont encore plus élevés à Paris ou à Lille. Et après, on s'étonnera que les prix grimpent et on demandera à la solidarité nationale de compenser via les APL et logements sociaux. Alors plutôt que de vouloir vous attaquer aux chômeurs, méditez sur cette hyperconcentration, méditez sur cet accaparement d'un bien commun qu'est le logement.
Ainsi, considérant que le logement, au même titre que l'alimentation, l'éducation ou la santé, est un droit fondamental auquel chacun doit avoir accès, quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité ou quel que soit son statut professionnel, et refusant de mettre en concurrence les précaires, le groupe écologiste et social votera contre toute proposition de loi qui irait contre ce principe et réaffirme la nécessité pour notre pays de se doter d'une véritable politique de logement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Sans vouloir trop me formaliser, il est d'usage qu'on salue la présidence et le gouvernement quand on commence. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. La parole est à Pascal Lecamp pour le groupe des démocrates. Non, mais je l'ai juste rappelé. Pascal Lecamp pour le groupe des démocrates. Oh bah, je le suis. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, en 2022, la France comptait 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux. Ils étaient 250 000 de plus en 2022 qu'en 2017. Cela veut dire que nous avons chaque année plus de personnes qui sont en demande d'un logement social et qui ne peuvent pas l'obtenir, comme vous l'avez précisé, Madame la ministre. Les facteurs d'explication sont nombreux. Construction insuffisante, vétusté, augmentation du prix du logement qui pousse certains qui étaient éligibles depuis longtemps à porter une demande dans le social. Pour les plus démunis parmi ceux-là, 350 000 personnes étaient sans domicile en 2024. Oui, pour une partie de nos concitoyens, la conséquence directe d'un refus de logement social, c'est tout simplement la rue. Cette crise du logement social, elle croise évidemment la crise du logement tout court. Si ce n'est pas l'objet de cette discussion, ni de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, il est important de bien contextualiser le périmètre dont nous parlons. Chaque année, dans les centres urbains, les surfaces habitables dans lesquelles les foyers doivent vivre diminuent. Et là où on peut se loger pour pas ou peu cher, notamment dans nos campagnes, on ne trouve plus de travail ou bien on n'a pas les moyens de transport bon marché indispensables pour y accéder. Tout le problème de la mobilité en milieu rural. Concernant le texte qui nous occupe aujourd'hui, on reconnaît la volonté louable du rapporteur, louable et partagée, de soutenir les élus locaux. Je suis élu communal et communautaire. J'ai été maire, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous ici. Évidemment, je crois que le maire est souvent très bien placé pour savoir ce qui serait le plus utile à son territoire, pour promouvoir la mixité sociale. Je sais aussi qu'il est souvent contraint dans son action. Mais le texte qui nous était proposé en commission ne répond pas en réalité à la problématique du maire. Bien sûr, nous partageons la préoccupation des auteurs de la PPL. Et il est important de soutenir les travailleurs précaires, comme l'a rappelé Madame la ministre. Mais je ne pense pas que la solution soit de mettre nos élus en situation de choisir entre une personne victime d'une tragédie personnelle, comme le sont les violences intrafamiliales, et un travailleur qui viendrait habiter dans la commune pour y travailler. C'est un dilemme cornélien, croyez-moi, je l'ai vécu. L'amendement présenté par nos collègues socialistes en commission est toutefois une invitation à la réflexion. 14 catégories de personnes prioritaires. Est-ce sérieux? En ajouter une supplémentaire qui en plus viendrait aggraver la concurrence entre les demandeurs en ajoutant, notez-le bien, près de 10 millions de personnes prioritaires, travailleurs à la recherche de logement, cela ne résout pas l'enjeu. Il nous paraît plus pertinent chez les démocrates de s'interroger sur les moyens de soutenir les maires pour plus de disponibilité de logements sociaux. Je pense à la reconversion de bureaux ou à la rénovation d'immeubles inadaptés. Un premier vrai combat serait celui-ci. D'autre part, monsieur le rapporteur, chers collègues, vous soulevez une autre question avec laquelle le groupe démocrate est complètement solidaire. Comment faire pour que l'on vive mieux de son travail en France en 2025? Là encore, c'est certainement une bonne solution. Là encore, il s'agit de résoudre la crise du logement, liée à l'exode rural, à l'inflation des coûts, à l'augmentation des taux d'intérêt. Il s'agit de revaloriser le travail. C'est urgent. Parce que oui, quand on travaille, quand on utilise la majeure partie de son temps éveillé dans son emploi, oui, on doit pouvoir en vivre dignement. Mais cette proposition de loi ne fait pas ça.
parce qu'elle n'augmente finalement pas le nombre de logements à disposition. La conséquence, elle déshabille Pierre pour habiller Paul. Le groupe des démocrates, tout en comprenant l'esprit qui anime cette proposition de loi, dans sa version déposée comme dans celle qui ressort de nos travaux en commission, s'interroge donc sur sa capacité à répondre aux enjeux qui la sous-tendent. Au final, ce texte envoie un signal politique, certes, mais malgré ses bonnes intentions, il ne change rien au blocage structurel du logement social. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Félicie Gérard. La parole est à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon Indépendant. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Que ce soit à l'achat ou en location, se loger est devenu un défi pour un nombre croissant de Français. Aujourd'hui, plus de 2,5 millions de ménages, soit près de 5 millions de personnes, sont en attente d'un logement social. Plus de 40% des demandeurs ont un emploi stable, mais leurs revenus ne leur permettent pas d'accéder au marché locatif privé. Ces chiffres illustrent une inquiétante réalité. Avoir un emploi ne protège plus de la précarité et ne permet pas toujours de se loger dignement. Dans les grandes villes où les loyers explosent, nombre de travailleurs, aides-soignants, enseignants, ouvriers, sapeurs-pompiers peinent à se loger près de leur lieu de travail. La proposition de loi telle qu'initialement déposée proposait une chose simple, reconnaître les travailleurs comme une catégorie prioritaire dans l'attribution des logements sociaux. Bien que conscient des limites de cette mesure, au regard notamment de la procédure d'attribution des logements sociaux, le groupe Horizon et Indépendants soutenait le signal envoyé aux travailleurs par ce texte. En commission des affaires économiques, la proposition de loi a toutefois été entièrement réécrite. Non seulement le signal initial a disparu, mais la nouvelle rédaction fait courir des risques juridiques réels pour nombre de nos concitoyens. En voulant rationaliser et simplifier les critères de priorité pour l'attribution d'un logement locatif social, la nouvelle rédaction sort de la liste des publics prioritaires plusieurs catégories de personnes qui étaient jusque-là considérées comme prioritaires, et notamment les personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée, ou encore les personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons tenant à leurs conditions d'existence. Par ailleurs, la notion de public vulnérable retenue dans la nouvelle rédaction semble juridiquement restrictive et porteuse d'une forte insécurité juridique. Dans un avis rendu le 5 février, la défenseure des droits estime que la réécriture du texte sera non seulement sans effet sur les difficultés d'accès au logement social des publics les plus précaires, mais qu'elle affaiblira la protection de plusieurs catégories de demandeurs de logement social, pourtant particulièrement vulnérables. Le groupe Horizon et Indépendants votera donc contre la proposition de loi telle que réécrite en commission et souhaite réaffirmer ici sa vision. Le travail doit être un moteur d'émancipation et d'inclusion sociale et le travail doit permettre à chacun de se loger dignement et librement. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Salvatore Castiglione, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, ce n'est pas une nouvelle pour personne. Nous sommes au milieu d'une grave crise du logement. Cette crise du logement a des répercussions très concrètes sur nos concitoyens, parce que nous ne construisons plus assez. Ils sont en grande difficulté pour trouver un toit, contraints de vivre dans des surfaces trop petites, voire insalubres, ou forcés de vivre à des kilomètres de leur lieu de travail. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui se tournent vers le logement social. Par ce biais, ils espèrent avoir un chez eux, sans y mettre toutes leurs économies. Mais cette aspiration légitime est très souvent, trop souvent déçue. La file d'attente auprès des bailleurs sociaux est longue. Nous parlons de 2,7 millions de personnes enregistrées comme cela, a été rappelé avant moi. Il n'y a pas de profil type du demandeur de logement social.
mais il y a une multitude de bonnes raisons de demander l'accès à un logement pérenne. Parmi elles, des difficultés familiales, un handicap, des violences subies ou encore des ressources insuffisantes pour se loger ailleurs. Tout l'enjeu est donc de permettre que ces personnes qui demandent légitimement un logement social puissent y accéder. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de construire davantage. C'est là-dessus que devraient se centrer nos efforts. Et je ne doute pas que nos collègues du groupe Droite républicaine partagent cette volonté. Au-delà de cette question, qui est la plus centrale et la plus importante, nous devons aussi travailler sur la question des catégories prioritaires dans l'accès au logement social. Notre volonté n'est pas de hiérarchiser la misère. Les catégories existant actuellement sont pertinentes. Lorsqu'on a un handicap ou lorsqu'on subit des violences, l'accès au logement social est légitime. En revanche, il est vrai que certains sont oubliés ou, à minima, trop peu priorisés. C'est le cas des travailleurs précaires. Leur emploi, trop peu rémunérateur ou au statut précaire, ne leur permettent souvent pas d'accéder à un logement pérenne et proche de leur lieu de travail. Lorsque l'on travaille quelques jours par semaine, lorsqu'on enchaîne les CDD, lorsqu'on est intermittent, trouver un bailleur privé qui accepte de louer son bien relève du parcours du combattant. Et quand on en trouve un, on y consacre une grande partie de ses revenus. Cette situation n'est pas sans risque ni contrainte. Elle risque de faire basculer ces travailleurs précaires dans la précarité et les éloigner de l'emploi. C'est pourquoi nous défendrons un amendement visant à les inclure dans le public prioritaire dans l'accès au logement social. Et j'espère que ce compromis saura trouver sa voie dans l'hémicycle. Il ne vise pas à opposer les publics, mais bien à tenir compte des difficultés de ceux qui contribuent à notre économie et qui sont néanmoins marginalisés. Je n'évacue pas pour autant les difficultés du reste de la population active à se loger. Je sais qu'elles sont réelles et qu'elles posent problème pour les acteurs économiques. Un nombre important d'entreprises signalent que les difficultés de logement des salariés compliquent le recrutement ou freinent la mobilité interne. C'est une entrave de plus à notre dynamisme économique. Nous nous devons de continuer à travailler pour répondre à cette problématique. Et cela passera principalement par une résorption de la crise du logement. Et je sais, Madame la Ministre, que vous y consacrez toute votre énergie et nous espérons commencer à voir les fruits de ce volontarisme. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous abordons cette proposition de loi avec la volonté de bâtir des compromis. Ajouter les travailleurs précaires dans la liste des ménages prioritaires ne résoudra certainement pas le problème central du déficit de logement. Cela permettra néanmoins aux travailleurs de tous les secteurs qui supportent des temps de trajet excessifs d'avoir une chance de disposer d'un logement social. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Édouard Bénard pour la Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, lors de son discours de politique générale le 14 janvier dernier, le Premier ministre a abordé la question du logement en reconnaissant que chacun doit avoir accès à un logement abordable, mais il n'a pas promis de s'attaquer frontalement à la crise, et pour cause, puisque le logement se voit amputé dans le budget de près de 1,5 milliard d'euros. Le dernier rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés est pourtant accablant et nous rappelle l'urgence à agir. 350 000 personnes sans abri, dont entre 5 000 et 6 000 personnes dorment dehors, dont 1 000 à 3 000 enfants. 2,7 millions de personnes en attente d'un logement social, 1 million de plus qu'il y a 12 ans, 4,2 millions de personnes mal logées. Dans ce même rapport, l'ex-fondation Abbé Pierre formule plusieurs préconisations dont la principale concerne les logements sociaux en redonnant aux organismes HLM les capacités de relancer la construction. Loin de chercher à remédier à la pénurie en proposant des mesures de relance, la proposition de loi de nos collègues nous propose de gérer la pénurie au travers d'un dispositif totalement hors sol et qui veut faire des salariés les personnes prioritaires dans l'attribution des logements sociaux. Il s'agit de placer en tête de liste des publics prioritaires les personnes en activité professionnelle au motif que notre modèle social doit se tourner résolument vers ceux qui, étant en activité professionnelle, en assurent la pérennité par leur labeur.
Nous jugeons, nous aussi, qu'il est indispensable de soutenir les travailleurs grâce à une offre de logements adaptée. Mais les ressources étant un critère essentiel, l'attribution des logements sociaux, la majorité de ces logements sont déjà attribués à des salariés, aux côtés d'autres critères liés, entre autres, au handicap ou aux violences intrafamiliales. Si vous vouliez être utile aux travailleurs et favoriser leur accès au logement social, pourquoi n'avez-vous pas proposé de rétablir la cotisation Action Logement pour les entreprises de plus de 10 salariés supprimées sous l'égide de Nicolas Sarkozy ou de Christine Boutin en 2007 ? Pourquoi ne proposez-vous pas aux maires de votre famille politique de se mettre enfin en conformité avec la loi SRU qui leur impose de construire 20 à 25% de logements sociaux? Pourquoi ne proposez-vous pas enfin de faciliter l'accès au parc locatif privé aux ménages modestes en imposant aux bailleurs de respecter l'encadrement des loyers, en luttant contre la vacance et la prolifération des résidences secondaires en zone tendue, en rétablissant la garantie universelle des loyers pour résorber les situations d'exclusion du marché des locataires modestes? En commission, votre proposition de loi, que je dis démagogique, a été vidée de sa substance. L'article unique a été remplacé par les dispositions d'un amendement de nos collègues socialistes proposant une refonte des critères de priorité pour l'attribution de logements locatifs sociaux. La simplification et le recentrage sur les personnes vulnérables qui l'opèrent ne nous satisfont pas. Elle tente en effet, comme l'a souligné la défenseure des droits, à faire disparaître certaines catégories. Ainsi, les personnes mal logées ou défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier, ainsi que les personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée, n'ont pas été reprises. Nous partageons en outre l'avis de la défenseure des droits lorsqu'elle estime que la dénomination de personnes vulnérables ne va pas dans le sens d'une plus grande lisibilité des critères de priorisation. En tout état de cause, nous estimons très imprudent de modifier les critères d'attribution des logements sociaux au détour d'une proposition de loi sans étude d'impact préalable et sans des échanges approfondis avec l'ensemble des acteurs du logement social, institutionnel comme associatif. Et nous ne voterons donc pas le texte présent, et encore moins, bien sûr, s'il devait être rétabli dans sa rédaction initiale. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le groupe UDR est satisfait de la présence dans cette niche de cette proposition de loi en faveur des travailleurs. Elle contient une mesure de bon sens, à rebours du réflexe français de toujours vouloir pénaliser ceux qui travaillent, ceux qui réussissent, ceux qui investissent. Le groupe UDR est favorable à toute proposition de loi allant dans le sens d'un soutien à ceux qui travaillent. Je pense à la France qui se lève tôt le matin pour faire progresser l'industrie, nous nourrir ou encore nous soigner. Ouvriers, employés, artisans, agriculteurs, soignants, bref, tous ceux qui assurent la prospérité de notre nation. Compte tenu de leur contribution essentielle à la richesse nationale, nous devrions en retour faciliter la vie de tous ces actifs. Ce devrait être un enjeu des politiques publiques que de soutenir ceux qui assurent le fonctionnement et le progrès économique du pays. Et pourtant, dans de nombreuses zones urbaines et périurbaines, les travailleurs modestes peinent à trouver des logements abordables à proximité de leur lieu de travail. Un besoin aussi élémentaire que de placer un toit au-dessus de sa tête en fin de journée de travail qui est de plus en plus insatisfait. Notre territoire subit une crise du logement très grave à cause notamment des contraintes liées au DPE, censées encourager la rénovation énergétique, mais qui se sont transformées en véritables machines punitives tout juste bonnes à saccager le marché de l'immobilier. Faire plusieurs heures de route pour se rendre de son logement à son travail, c'est le quotidien de trop nombreux Français qui travaillent. Or, l'attribution des logements sociaux repose actuellement sur des critères de revenus, de composition familiale et d'urgence sociale. Les travailleurs modestes peuvent ainsi se retrouver désavantagés face à d'autres publics jugés prioritaires. Il est à nos yeux nécessaire que ce soit les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui contribuent à la prospérité du pays, qui bénéficient de cet accès à un logement en zone urbaine ou périurbaine. Cette proposition de loi permettrait donc, nous le croyons, de répondre aux besoins spécifiques des travailleurs confrontés à des difficultés de logement à proximité de leur lieu de travail.
Elle permettrait aussi de réduire les inégalités territoriales en renforçant la mobilité résidentielle et professionnelle des actifs. Vous l'aurez compris, le groupe UDR est donc favorable à cette proposition de loi telle qu'elle a été déposée. Je dis bien telle qu'elle a été déposée, car je regrette que cette bonne initiative ait été sabotée par la gauche. Nos collègues socialistes ont en effet fait adopter un amendement recentrant l'attribution des logements locatifs sociaux uniquement sur les publics qualifiés comme étant les plus vulnérables. Autant dire que c'est l'intérêt même de cette proposition de loi qui se trouve purement et simplement anéanti. Le groupe UDR a donc déposé un amendement pour rétablir le sens de ce texte afin que les actifs puissent enfin obtenir les logements et aides dont ils ont besoin. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nier les difficultés auxquelles sont confrontés ces publics, ni même de leur fermer l'accès au logement social. Il s'agit simplement de prendre acte de la crise du logement actuel, de la précarisation de nombreux jeunes actifs et de répondre avec une mesure forte à ce qui constitue pour nous une injustice majeure, ne pas parvenir à se loger correctement malgré le fait d'avoir un travail. Ainsi, à défaut du rétablissement de cette proposition de loi dans son intention initiale, notre groupe votera contre. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Bocalati pour le Rassemblement national. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En 1889, la France voit émerger les premiers logements sociaux. Ils représentaient un soutien pour certains, un tremplin pour d'autres, afin de préserver la dignité de tous. Aujourd'hui, plus de 4,2 millions de personnes sont mal logées. 2,7 millions de ménages, parents, enfants, sont contraints à recourir au logement social. Avant d'être vidé par la gauche en commission, ce texte visait à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux. Cette proposition du groupe LR, nous y étions favorables. Ériger le travail comme critère prioritaire d'attribution d'un logement social, c'est une bonne idée, une idée portée par Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2022. Si vous avez une nouvelle fois copié le programme du Rassemblement national, chers collègues LR, vous en avez oublié l'essentiel et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ne vous énervez pas, ça va bien se passer. Car il est insupportable, chers collègues, de voir que dans notre pays, le travail ne suffit plus pour pouvoir se loger. Certains travailleurs pauvres sont encore contraints de dormir dans leur voiture. Cependant, cette proposition de loi ne solutionnera pas la crise du logement dans notre pays. Il nous faut pour cela encourager et accentuer nos efforts quant à l'accession sociale à la propriété pour tous les Français. Cette proposition de loi ne s'attaque pas non plus aux dérives de la loi SRU relative aux logements sociaux. Car si cette dernière part d'un bon sentiment, sa mise en place et ses modifications au fil du temps ont conduit à un certain nombre de dérives. La loi SRU doit impérativement se reconnecter aux réalités des territoires. Cette nécessité de reconnexion, je l'observe dans certaines communes de ma circonscription. À Saint-Mandrier, où, à ce jour, la loi impose la construction de 403 logements sociaux, alors qu'il n'y a que 86 demandes recensées. Pendant que vous cherchez l'erreur, chers collègues, ce petit village doit payer 125 000 € de pénalité, et nous le déplorons. La loi SRU n'est pas non plus une agence de voyage vers des communes plus attractives. À Bandol, cherchez là aussi l'erreur. 340 familles bandolaises sont en attente de logement social, alors que le CCAS dénombre 2973 demandes au total. La Seine-sur-Mer, qui dépasse actuellement les 20% de logements sociaux, ne peut plus continuer sur cette voie sans accroître la paupérisation de sa population. Dans ma circonscription, ces trois problématiques différentes illustrent parfaitement la déconnexion de l'actuelle loi SRU aux réalités des territoires. Avec mon collègue Franck Alizio, nous avions déposé une proposition de loi qui évoquait les problématiques découlant de la loi SRU. Manque et cherté du foncier, bétonisation massive, logique du stock quand nous préférons défendre celle du flux. Cette loi SRU ne tient pas non plus compte d'un certain nombre de contraintes environnementales imposées aux maires. Espace Natura 2000, zone agricole, zone inondable, loi ZAN, loi littorale, etc., etc. Cette PPL ne s'attaque pas non plus au désordre qui règne dans nos quartiers qui concentrent beaucoup de logements sociaux. Les personnes condamnées pour des faits graves de trafic de drogue ou de violence ne doivent plus pouvoir en profiter.
Il en va de même pour les familles de mineurs délinquants qui cassent, agressent et parfois tuent. Nous tenterons donc par voie d'amendement de pallier cet oubli. S'il faut évidemment prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux, il faut également s'attaquer aux dérives observées: sous-location illégale, occupation injustifiée, fausse déclaration, occupation par des ménages non éligibles, des dérives qui ne me semblent pas déranger certains députés du nouveau Front populaire qui n'ont pas hésité à y participer en occupant des logements sociaux malgré leur indemnité parlementaire ou encore en les sous-louant à des membres de leur famille. Enfin, point fondamental, lors de votre plagiat, chers collègues LR, du texte de Marine Le Pen, une idée essentielle a été oubliée: faire de tous les citoyens français les privilégiés dans leur pays. Il est grand temps de faire valoir le principe de priorité nationale dans l'attribution de logements sociaux. Cette mesure est plébiscitée par 70% des Français. Chers collègues, le système est à bout de souffle. Certains essaient de masquer une réalité, celle de la surreprésentation d'une population immigrée dans nos parcs de logements sociaux. Comment expliquer aux Français qui travaillent, cotisent et financent ces logements qui ne pourront jamais en profiter du fait de 50 ans de politique migratoire laxiste et incohérente? C'est une proposition que je défendrai par voie d'amendement, inspirée de la PPL de mon collègue Romain Beaubry, et qui répond directement à l'impact des flux migratoires grandissants sur nos capacités de logements sociaux limitées. En conclusion, nous restons favorables au texte initial et nous veillerons à l'inscription du principe de priorité nationale. Je vous remercie. La parole est à Madame Marie Lebec pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui pose la question: le travail doit-il être mieux considéré pour l'accès au logement social? Cette interrogation est d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui, avoir un emploi ne garantit pas toujours un logement accessible. Nos collègues des Républicains soulignent avec justesse cette difficulté et proposent une réponse à travers ce texte. Nous partageons leur constat: trop de travailleurs, notamment les plus modestes, peinent à se loger à proximité de leur emploi. Nous sommes en phase avec l'esprit de cette proposition de loi qui vise à mieux articuler logement et activité professionnelle. Reconnaître le travail, valoriser celles et ceux qui contribuent chaque jour à la vitalité économique de notre pays, c'est une ambition que nous partageons pleinement et qui est au cœur de la philosophie de notre groupe Ensemble pour la République. C'est ce pourquoi nous œuvrons depuis 7 ans, avec un taux d'activité au plus haut et une action constante pour revaloriser le travail. Tout pour que le travail paie. Avoir un emploi doit permettre à chacun d'accéder à des conditions de vie confortables et, au premier lieu, à un logement. Pourtant, dans les faits, de nombreux actifs se trouvent en grande difficulté face à l'accès au logement. Dans ma circonscription des Yvelines, ce problème est particulièrement perceptible. Ce territoire conjugue une forte dynamique économique et une pression immobilière intense. D'un côté, des travailleurs en activité se retrouvent bloqués entre un marché locatif onéreux et un parc social inaccessible, leurs revenus dépassant de peu le plafond d'éligibilité. De l'autre, des entreprises qui peinent à recruter, faute de logements abordables pour leurs salariés. Selon l'Institut Paris Région, seuls 20% des travailleurs essentiels peuvent aujourd'hui se loger dans la boucle de Seine, qui est la boucle de mon agglomération. Combien de fois ai-je entendu des travailleurs essentiels de ma circonscription qui se retrouvent dans une impasse? Trop riches pour le logement social, mais pas assez pour le marché privé. Et combien sont-ils à devoir faire de longs trajets depuis d'autres départements, faute de logements abordables, ce qui dégrade leur qualité de vie et complique le recrutement des entreprises locales? La décohabitation aggrave la situation. De plus en plus de personnes vivant seules ou avec des enfants à charge risquent de basculer dans la précarité. Loin de les faire passer devant les publics en grande difficulté, personnes précaires, familles en détresse, personnes en situation de handicap, il s'agit de renforcer la légitimité des personnes qui travaillent parmi les publics prioritaires. Cette évolution offrirait aux autorités locales plus de flexibilité pour adapter l'attribution des logements aux besoins réels de chaque territoire, en tenant compte des tensions économiques et sociales locales. Nous faisons confiance aux maires, aux bailleurs sociaux et aux commissions d'attribution pour gérer ces priorités avec discernement, en tenant compte à la fois des situations d'urgence et des impératifs économiques. Toutefois, cette réforme doit être appliquée avec clarté et équilibre. Comme l'a souligné le défenseur des droits, il est essentiel d'éviter toute incertitude juridique. Des garanties sont indispensables pour prévenir toute discrimination indirecte et s'assurer que cette réforme bénéficie à tous ceux qui en ont réellement besoin. Afin d'assurer un équilibre entre justice sociale et soutien aux travailleurs,
Nous avons travaillé à plusieurs propositions avec monsieur le rapporteur pour encadrer cette réforme. Pour ma part, j'ai déposé un amendement qui propose de rétablir la liste initiale des critères de priorité d'attribution d'un logement social en maintenant la reconnaissance des personnes défavorisées ou en recherche d'emploi de longue durée parmi les publics prioritaires. Il exclut également les logements considérés comme passoires thermiques afin d'éviter que des ménages aisés vivant dans ces logements, notamment en zone tendue, ne soient indûment intégrés dans le dispositif. Dans le même temps, il introduit une nouvelle priorité d'attribution pour les personnes en activité dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un plafond fixé par décret. Cette disposition permet de mieux cibler les travailleurs qui rencontrent de réelles difficultés d'accès au logement, sans pour autant créer une concurrence directe avec les publics les plus vulnérables. L'amendement établit ainsi une hiérarchie claire. Les catégories de personnes défavorisées déjà listées par le Code de la construction restent prioritaires sur les travailleurs. Ce compromis garantit une prise en compte équilibrée des besoins de chacun et assure que cette réforme réponde à son ambition première, faciliter l'accès au logement pour ceux qui en ont le plus besoin, sans désorganiser les principes fondamentaux du logement social. La démarche ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle ouvre un débat important sur les moyens d'articuler logement et emploi. Je n'ignore pas que résoudre les difficultés d'accès au logement social dans notre pays nécessitera la mise en place d'une réforme globale et cohérente qui ne se limite pas à ajouter un critère de priorité, mais qui s'attaque aux racines du problème, l'insuffisance de logements accessibles, la répartition inégale des opportunités économiques et les obstacles à la mobilité résidentielle. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Sébastien Delogu pour la France Insoumise. Eh oui, on a le temps. Allez, vous avez la parole, monsieur le député. Allez-y. Président, ministre, collègues. Vous voyez, on vous salue. C'est un bon début. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui pourrait s'appeler « Stigmatiser toujours plus les chômeurs et humilier sans relâche nos concitoyens les plus précaires ». Mais force est de reconnaître pourtant que son indignité l'inscrit pleinement en cohérence avec l'ensemble des textes que nous examinons aujourd'hui. Car vous, députés de la droite, vous nous avez concocté pour votre seule journée d'initiative parlementaire un menu dont les saveurs font saliver Marine Le Pen, tous les racistes et les réactionnaires de notre pays. D'un texte à l'autre, vous nous infligez un véritable banquet de l'horreur. L'entrée, c'est de la xénophobie décomplexée qui fait peser les manquements indignes de l'État sur les immigrés dont, je le rappelle ici, la France a colonisé les terres qu'elle continue d'exploiter comme les corps de tous ces travailleurs sans droit qui viennent enrichir notre pays. On écoute, monsieur le député, s'il vous plaît. Le plat principal, c'est la mise en concurrence des plus précaires pour accéder au minimum d'aide nécessaire à leur survie, parce que vos politiques économiques ne servent pas les citoyens de ce pays, mais seulement les plus riches. Car ce sont pour eux que vous travaillez véritablement. Parlerez-vous un jour d'évasion fiscale, de tous ces gens qui se gavent d'argent public et qui ne paient pas ou presque pas d'impôts, comme M. Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré, votre ami, et Bernard Arnault? Non, à l'évidence, car peu vous importe que certains se goinfrent alors que la plupart galèrent au quotidien pour tout simplement vivre. Et pour finir le dessert, vous refusez les soins les plus élémentaires aux étrangers malades. C'est une honte, c'est un manque d'humanité dramatique. Quelle trahison du serment d'Hippocrate et quelle bande d'hypocrites êtes-vous? Dans ce banquet des horreurs, il ne manque en définitive que le digestif que je ne m'étonne de ne pas voir. Pourquoi ne pas lapider les étrangers, torpiller les embarcations en Méditerranée ou encore remplacer notre devise républicaine par oppression, stigmatisation et déshumanisation? Car c'est bien par ces moyens que vous faites peser sur les plus précaires tous les maux de notre société.
Le nom de votre groupe ne trompe personne. Dans chacune de vos prises de parole, dans vos propositions, vos votes, vous déshonorez la République. Enfin, vous expliquez dans le texte que nous examinons aujourd'hui qu'il est injuste de ne pas pouvoir se loger dignement lorsqu'on travaille dur, mais plutôt que de stigmatiser encore plus les personnes sans emploi, pourriez-vous faire voter, par exemple, la réquisition des logements vides? Vous pourriez plafonner les loyers, obliger la construction de nouveaux logements, faire entretenir ceux qui s'écroulent comme à Marseille, car ils appartiennent à des gens qui n'en ont rien à faire de ceux qu'ils vivent à l'intérieur et parfois même qui y meurent. Je vous le dis comme tout le monde le voit, si vous vouliez vraiment enrayer la crise du logement et particulièrement du logement social, vous feriez tout simplement construire du logement. Cessez donc de ruiner le pays et ses habitants, donnez aux gens les moyens de vivre. Vous ne comprenez pas qu'ils n'en peuvent plus, que le peuple se cache le dos pour quelques miettes que vous leur jetez au visage. Vous ne vous rendez même pas compte qu'ils vous haïssent. Ils vous demandent des logements et vous exigez d'eux qu'ils travaillent. Personne sans emploi, personne handicapée, personne aux carrières fracassées, accidentées du travail, mères de famille, retraités. Entendez bien, la droite n'en a rien à faire de vous, elle préfère ses lubies à vos vies. Elle préfère surtout ne jamais s'interroger sur les conséquences des politiques qu'elle a menées depuis près de 20 ans. Ah, pour baisser les aides au logement et priver les organismes HLM de leur capacité d'investissement, vous êtes forts. Mais pour faire respecter le droit fondamental d'avoir un toit, pour faire respecter la loi, ça, c'est mission impossible. Je vais vous dire les choses tout simplement. Vous voulez aider les travailleurs, alors augmentez les salaires et construisez du logement. Si vous ne voulez pas taxer les milliardaires, au moins réquisitionnez les milliers de mètres carrés de bureaux et d'appartements inoccupés qu'ils possèdent et qui ne leur servent qu'à spéculer. Plafonnez les loyers, bloquez les prix, réduisez le temps de travail pour qu'il y en ait pour tous et qu'enfin les citoyens de ce pays puissent vivre et non pas survivre. Pour oser défendre tout cela, vous dites de nous que nous sommes des extrémistes, mais nous sommes des républicains. Comme à chaque fois, quand vous tenterez d'emprunter ce chemin, nous, la France insoumise, nous vous bloquerons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sandrine Runel pour le groupe socialiste et apparenté. Je vais faire la deuxième partie du spectacle. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, après une journée à détricoter le droit du sol à Mayotte, vous vous attaquez maintenant à un autre de nos droits fondamentaux, le droit au logement. Il est pourtant inscrit dans la loi comme un devoir de solidarité pour la nation. Alors je vous le dis, même si vous n'êtes pas très nombreux, chers collègues de la droite républicaine, l'ordre du jour que vous nous soumettez est une honte. La violence de vos idées nous heurte. Par sa brutalité, le contenu de vos textes, ce que vous portez n'est rien d'autre que le chaos républicain. Plafonner le cumul des prestations sociales, abroger le titre de séjour pour étrangers malades, suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs criminels ou délinquants. La seule submersion que nous constatons, c'est celle de vos fantasmes d'un autre temps. Alors quand je regarde ces textes, je pense aux ménages les plus précaires, ceux qui savent que la fin du mois, ce n'est pas le 30. Je pense aux 2043 enfants à la rue, qui, avec leur famille, dorment dans nos écoles, dans des voitures, dans des gymnases. Je pense à chacune de ces personnes qui ont fait le choix, souvent contraints, de s'installer sur notre sol, d'y fonder leur famille et d'y construire une nouvelle vie. Je pense à ces gens-là, comme vous les appelez. Ceux où, quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a beaucoup que ça fait des problèmes. Aujourd'hui, la droite républicaine tente d'entraîner notre pays dans un ravin populiste,
sous l'œil complice et réjoui de l'extrême droite. Aujourd'hui, la droite, votre droite, n'a rien de républicaine. Alors je vous le dis, Monsieur Wauquiez, vous vous êtes surpassé. Vous avez fait sauter toutes les digues. Et depuis ce matin, vous vous placez dans une surenchère idéologique nauséabonde. Vous vous engouffrez dans les eaux troubles de l'extrême droite et vous semblez déterminé à raser les dernières frontières démocratiques. Et comme a désormais votre habitude, Monsieur Wauquiez, cette niche parlementaire, elle a atteint les sommets. Dans la quête de votre électorat perdu, vous avez choisi avec ce gouvernement de vous fondre dans la rhétorique que seule l'extrême droite défendait jusqu'alors, la France aux Français, la France aux travailleurs. Mais est-ce que vous connaissez seulement la situation dramatique que traverse notre pays? Depuis 8 ans, nous n'avons eu droit qu'à une stigmatisation des bénéficiaires des minima sociaux, à la mise au travail forcé et gratuit des bénéficiaires du RSA ou encore à la baisse des aides personnalisées au logement. Toutes ces politiques justifiées par l'obsession austéritaire, la suspicion à l'égard de la figure du pauvre ou la paranoïa xénophobe n'ont en vérité d'autre effet que de nourrir la pauvreté. Quel héritage allons-nous laisser à ceux qui nous succéderont? Aujourd'hui, en France, c'est près de 2,7 millions de ménages qui sont dans l'attente d'un logement social. Le vrai problème pour le logement social, vous le savez très bien, c'est le manque de logement. Et je le rappelle à la droite, car cette PPL donne l'impression que vous découvrez le logement social. C'est plus de 93 000 ménages qui sont reconnus au titre du droit au logement opposable. C'est plus de 2,8 millions de personnes qui vivent dans des conditions de surpeuplement ou d'insalubrité. Dans ce contexte, monsieur le rapporteur, c'est méconnaître la situation du logement social que de croire que ce sont les règles de priorisation qui sont la cause du mal-logement. C'est n'avoir tout bonnement rien compris que de croire que le problème du logement social, c'est que des personnes sans emploi y sont logées. Monsieur le rapporteur, votre PPL est une escroquerie. Votre texte... Attendez, madame la députée, attendez. Est-ce qu'on peut laisser madame la députée terminer tranquillement? Allez-y, madame la députée. Vous avez la parole. Votre PPL, monsieur le rapporteur, elle est inutile. Mais elle a un mérite. Elle a un mérite, c'est de clarifier certaines connivences idéologiques persistantes. Et vous avez cru bon de vous détacher il y a quelques mois de vos amis ciotistes, mais là, vous les rappelez au secours pour qu'ils viennent déposer des amendements que nous, socialistes, nous avons fait supprimer en commission. Alors soyons honnêtes, votre PPL, elle ne cherche qu'à ajouter du désordre au désordre. Et quand, comme vous, on défend des politiques qui discriminent, qui excluent, qui stigmatisent, on ne peut prétendre défendre la France et encore moins son histoire universaliste. Monsieur le rapporteur, vous trouverez toujours les socialistes sur votre chemin pour combattre vos idées réactionnaires, pour que jamais la vague réactionnaire ne vienne submerger notre modèle social. Bien. Je vois que l'Assemblée est en pleine forme. Avant de passer à l'examen des articles, je voudrais saluer le public dans la salle, notamment des auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale, dont un certain nombre d'entre vous ont sans doute occupé les bancs. Alors, j'appelle maintenant dans le texte de la Commission l'article unique de la proposition de loi, sachant que sur le premier amendement de la discussion commune à venir et sur les autres amendements en discussion commune, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Delogu, Madame Mersoulet. C'est pas sur tous les amendements. Mais, Monsieur le Président, si vous pouvez vous soucier du fait que systématiquement, quand je prends la parole, j'ai toujours le droit à du harcèlement, ce serait pas mal. Alors, avec cet amendement,
Avec cet amendement, nous souhaitons mettre en avant le fait que la droite prétendument républicaine vise à mettre finalement dans l'ombre les personnes qui bénéficient d'un DALO. Rappelons qu'en 2022, 90 000 personnes bénéficiant d'un DALO étaient en attente de relogement, alors que les personnes qui bénéficient normalement d'un DALO eh bien, sont extrêmement prioritaires. Extrêmement prioritaires parce qu'elles ont soit attendu un temps anormalement long avant d'avoir une offre de logement social, ou parce qu'elles sont sans logement, ou parce qu'elles sont menacées d'expulsion, sans solution de relogement, ou encore parce qu'elles vivent dans un logement impropre. Par ailleurs, dans votre proposition de loi, initialement, vous êtes en train de dire que les droits devraient être conditionnés à certaines choses. Mais les droits, dans notre État français, sont inconditionnels. Donc ça veut dire qu'en vérité, tout le monde devrait avoir un toit sur la tête. Donc on devrait surtout se poser la question de la construction des logements sociaux, faire en sorte que tout le monde puisse être logé dignement. Mais ça ne nous intéresse pas, puisque c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, comme disait Victor Hugo. Vous en êtes la parfaite illustration. Vous opposez sans cesse les gens les uns aux autres. Vous faites en sorte qu'il y ait la guerre de tous contre tous pour faire oublier finalement que les véritables personnes qui profitent, les véritables assistés, eh bien ce sont les plus riches, parmi lesquels vous faites partie. Monsieur, pardon, c'est une discussion commune. Ça va être long, hein, on a pas mal d'amendements, donc si on peut écouter sereinement. Qui défend le 33, c'est vous? Allez-y, Madame Soudain. Et oui, c'est encore moi. Alors, merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, je voudrais souligner le fait que, en fait, vous ne vous souciez absolument pas des personnes en situation de handicap. Car les personnes en situation de handicap font partie des publics prioritaires que vous souhaitez mettre dans l'ombre. Or, quand on est une personne en situation de handicap, c'est extrêmement difficile de se loger, mais encore plus d'avoir un logement qui est adapté. Et je peux vous le dire d'autant plus que c'est une problématique qui revient régulièrement lorsque je suis en permanence parlementaire ou lorsque je fais du porte-à-porte dans ma circonscription. Ainsi, je pourrais vous parler d'une dame qui vit au 4e étage de la résidence Rothschild à Lagny-sur-Marne, 4e étage sans ascenseur. Sa fille est venue me voir à la permanence. Eh bien, pas la personne concernée forcément parce que c'était trop compliqué pour elle. Et en fait, elle a témoigné du fait que sa mère dépendait absolument de la bonne volonté des gens pour pouvoir sortir de son logement, pour aller faire d'éventuelles activités. Je vous laisse imaginer, s'il se passe quoi que ce soit, eh bien, elle n'est pas en autonomie de pouvoir sortir. Et des personnes comme ça, il y en a plein, d'accord? Donc, si vous les mettez, en fait, si vous faites en sorte de les invisibiliser, en fait, on continuera à avoir des personnes en situation de handicap qui peineront à se loger et encore plus à se loger dans des logements adaptés à leur handicap. Merci. Qui défend le numéro 34, Monsieur Delogu? Ah là là. Bon. Bah écoutez, cet amendement, il est très clair. Taisez-vous un petit peu là. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que, en fait, tout à l'heure, on a essayé de vous expliquer qu'il fallait absolument construire du logement pour pouvoir, justement, répondre aux problèmes de logement et arrêter de mettre les personnes face à face les uns contre les autres parce qu'ils travaillent pas là. Par cet amendement-là, on vous explique que les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Et donc du coup, on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logement social pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci. Ben, c'est pas grave. Tu prends la vidéo, tu la réécoutes et tu comprends. Bon, on va éviter les dialogues à deux, s'il vous plaît, là. Le numéro 38, Madame Soudet. On est au numéro 35. Je sais que c'est difficile à suivre. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, alors, comme je vous l'ai dit, vous n'en avez rien à faire des personnes en situation de handicap, vous n'en avez rien à faire des personnes qui bénéficient du DALO, mais vous n'en avez rien à faire non plus des femmes qui sont victimes de violences conjugales. En effet,
les femmes victimes de violences conjugales font partie des publics prioritaires pour accéder à un logement social. Mais on a bien vu ce que vous pensez, le fait que vous étiez absolument sexiste, on le voit là en ce moment même, on l'a vu tout à l'heure avec la façon dont vous avez traité ma présidente et Madame Soudet, attendez s'il vous plaît. Chut. Hey, Madame la députée, juste, pardon. Est-ce qu'on peut écouter la défense des amendements dans le calme et dans le respect, s'il vous plaît? Allez-y, continuez. Si, faites au moins semblant de vous soucier de la question des femmes. Non, continuez à défendre l'amendement. C'est ce que je fais, puisque je parle des femmes. Et donc... Oh. J'ai pas besoin de rappeler une deuxième fois ce que je viens de dire il y a 30 secondes. En fait, quand vous parlez des violences à l'encontre des femmes, systématiquement, vous parlez des étrangers. Mais vous oubliez complètement que les violences faites aux femmes, eh bien, en fait, bien souvent, c'est dans leur cercle proche. Et notamment, donc, avec ces violences conjugales. D'accord? Et quand on voit le monde patriarcal dans lequel on vit, c'est normal qu'en fait, on continue à avoir autant de violences conjugales. Quand je vois la façon dont les députés se comportent à l'égard des femmes, moi, je ne suis pas surprise qu'on continue à avoir encore des violences conjugales. J'ai Monsieur Bompard pour un rappel au règlement, puis Monsieur. Bah oui, mais calmez vos voisins. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. En vertu de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats, je ne vais pas être long, Monsieur le Président, mais s'il vous plaît, je vois bien que quand mon collègue Delogu, à l'instant, prenait la parole, ou quand ma collègue Ercilia Soudé prend la parole pour présenter un amendement, elle se retrouve immédiatement confrontée à des invectives, à des moqueries, à des attaques qui viennent en face sur les bancs de cet hémicycle. Alors, Monsieur le Président, sans vouloir être long, je vous demande juste, s'il vous plaît, de laisser les différents députés pouvoir présenter les amendements et donc de rappeler à l'ordre les députés qui se livrent à ces invectives. Je vous remercie. J'espère que vous noterez, Monsieur Bompard, que c'est exactement ce que je viens de faire, 1 minute avant votre rappel au règlement. Monsieur Falcon, vous avez aussi un rappel au règlement. Monsieur le Président. Écoutez, nous sommes un peu choqués. Depuis ce matin, nous subissons l'agressivité du nouveau Front populaire. Nous abordons des sujets qui sont extrêmement sérieux pour les Français, Mayotte et le logement. Et vous êtes dans la provocation permanente, dans la bordélisation permanente. Vous avez donné un spectacle absolument lamentable pour les Français, qui du coup... Un comportement qui déteint sur tous les parlementaires ici, parce que qu'est-ce qu'on nous dit en circonscription? On nous dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? La France insoumise fait un bazar pas possible dans cet hémicycle. Et Madame Soudet, si on soupire quand vous parlez, c'est pas parce que vous êtes une femme, c'est parce que vous êtes une antisémite notoire, tout simplement. Bien. Donc voilà un rappel au règlement qui va sans doute en appeler d'autres. Madame Obono, vous avez la parole. Il rigole. Monsieur... Voilà. Au titre, Monsieur le Président, comme vous vous en doutez, de l'article 70 alinéa 3, puisque le député d'extrême droite Le député d'extrême droite, membre du Rassemblement national, un parti fondé par des Waffen-SS et des vichistes, vient nommément d'insulter, d'injurier notre collègue Ercilia Soudé, une injure qui, en dehors de cet hémicycle, a valu à un autre individu d'extrême droite d'être condamné par la justice. Et donc, des propos qui sont absolument intolérables et dont on espère que vous allez les signaler à la présidente de l'Assemblée nationale qui est toujours très zélée à sanctionner les membres de la France insoumise pour tout et n'importe quoi et surtout pour n'importe quoi. Et donc nous demandons à ce que ce député soit sévèrement sanctionné en rappelant qu'il devrait peut-être faire le ménage dans son propre groupe
quand un membre de votre groupe était propriétaire d'une librairie antisémite, quand des membres de votre groupe sont sur des groupes Facebook où des propos racistes, sexistes, homophobes sont tenus et qu'il n'y a jamais eu aucune condamnation de la part de vos bancs et que vous assumez y compris que ces gens aient pu être dans votre groupe. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Président, qu'un rappel soit fait et que des sanctions soient prises à l'égard de l'extrême droite qui, de tradition dans ce pays, est celle qui porte l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Et voilà pour laquelle nous la combattons. Monsieur le député Falcon, vous êtes rappelé à l'ordre. Non, vous m'écoutez, s'il vous plaît? Je vous rappelle à l'ordre, suite à l'expression que vous avez eue tout à l'heure, qui est inacceptable. C'est une insulte personnelle. C'est une insulte personnelle. C'est une insulte personnelle qui n'a pas sa place ici. Ben si, c'est possible, monsieur le député. Et donc, finalement, je m'attendais à ce que ce soit plus calme ce soir. Monsieur Falcon. Non. Ah non, pas tout à fait. Eh non, c'est toutes les subtilités. Est-ce que je peux m'exprimer ou pas? Monsieur Falcon, vous avez traité nommément une membre de ce Parlement. Et je vous rappelle donc à l'ordre, pour ce fait personnel, vous pouvez mettre la barre. Ben oui, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je ne retirerai rien. Prenez tout ce que j'ai, prenez toutes mes indemnités, ça n'a aucune importance. Toute la France sait ce que vous êtes. Je sais d'où je viens, madame. Et vous êtes une insulte à notre pays. Vous êtes une insulte à la mémoire de notre... Bien. Bien, je vous indique, Monsieur Benjamin Lucas-Lundy, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Bon, c'est pas tenu notre histoire. Monsieur le Président, merci. Rappel au règlement sur les fondements de l'article 70 alinéa 3 et de l'article 100, après que cet hémicycle vienne d'être sali par les propos du Rassemblement national. Je veux dire d'un mot, Monsieur le Président, je vais vous demander dans un instant une suspension de séance pour que les représentants des groupes puissent se réunir et puissent voir comment cette soirée peut continuer. Qu'une collègue soit traitée d'antisémite par ceux qui, il y a quelques jours, ont rendu hommage à Jean-Marie Le Pen est d'une indécence crasse. Monsieur le Président, je salue votre décision d'un rappel à l'ordre. Je crois qu'il faudrait que le bureau se réunisse en urgence. On ne peut pas accepter de tels propos qui n'ont pas été condamnés par le représentant du groupe Rassemblement National. Je souhaite que les représentants des groupes puissent se réunir et que chaque groupe puisse condamner l'expression qui a été renouvelée, répétée, réitérée, amplifiée par les propos que vient de tenir le collègue d'extrême droite. Bien, donc avant de suspendre la séance, je rappelle que c'est une niche du groupe de la droite républicaine qui, j'imagine, aimerait qu'on puisse débattre de son texte. La séance est suspendue pour 5 minutes.
Est-ce que les députés peuvent reprendre leur place, s'il vous plaît? L'examen du texte va continuer. Évidemment, le bureau sera saisi de tous ces incidents. Nous aurons l'occasion d'y discuter. J'ai prononcé une sanction contre le député Falcon qui l'a bien mérité. Je vous demande de reprendre ne serait-ce que pour les membres de la droite républicaine qui souhaitent reprendre leur niche. Mesdames et messieurs les députés, je vous demande de regagner votre place. Non, je fais sortir personne. Je vous demande de reprendre vos places pour qu'on puisse poursuivre l'examen. Ben oui, je sais, je vois. Mesdames et messieurs les députés, je vous demande de reprendre vos places pour reprendre l'examen. Il est où le président? Il est où leur président? Je voudrais que les présidents de groupe ou leurs représentants me retrouvent en bas des escaliers et uniquement eux, s'il vous plaît, immédiatement.
Monsieur le rapporteur a demandé la parole. Mesdames et messieurs les députés, est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Chut, non, 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 non. Non, non, on évite les gestes déplacés, on évite les invectives. Monsieur le rapporteur a demandé la parole. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, pour laisser le rapporteur s'exprimer? Monsieur le Président Wauquiez, pour un rappel au règlement. Chut. Monsieur le Président, c'est un rappel au règlement sur le fondement de l'article 100 sur le bon déroulé de nos débats. Depuis ce matin, les élus de la droite républicaine ont eu à cœur de mettre sur la table des sujets importants pour les Français. Sujets sur lesquels nous avons évidemment des différences d'approche, et c'est théoriquement l'honneur de cet hémicycle d'être capable d'en débattre avec les différences qui nous caractérisent, mais en étant capable de s'écouter et de se respecter. Nous avons eu à cœur de mettre sur la table des sujets régaliens. Nous souhaitions pouvoir débattre de la question de la France qui travaille. Nous souhaitions pouvoir échanger de la protection pour les agriculteurs. Tout au long de cette journée, la France insoumise n'a eu de cesse que de faire des invectives, que de jouer sur l'obstruction, que de faire un cinéma lamentable, qui est une honte pour la démocratie et pour le fonctionnement de cet hémicycle. L'image que vous avez donnée rejaillit sur tous les députés de cet hémicycle, en ne cherchant qu'une chose, éviter qu'on puisse avoir un débat sur le fond. Nous ne participerons pas à la prolongation de cette mascarade. Vous avez voulu éviter qu'on puisse travailler pour les Français. Vous avez voulu éviter qu'on puisse avoir des débats sur le fond. Vous en porterez la responsabilité. Nous retirons la totalité des textes qui ont fait cette niche parlementaire. C'est lamentable ce que vous avez fait pendant cette journée. Monsieur Cazeneuve, pour un rappel. Non? La séance n'est pas levée. Hein. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez. Oui, oui, ça arrive, mais il faut que j'annonce la prochaine. Il faut que j'annonce la prochaine. Monsieur Cazeneuve, vous voulez prendre la parole ou pas? Non. Prochaine séance, lundi février à 14 h, sous réserve de la décision de la conférence des présidents, convoquée lundi à 13h45. Discussion et vote sur la motion de censure déposée en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Puis 3 propositions de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotropique, permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet et renforcer la sûreté dans les transports. La séance est levée.